Monsieur Tossi, encore une fois, merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. C'est un plaisir d'être ici, de nouveau. Alors, la grand-messe de Paris, quel est le message de la République démocratique du Congo? Le message de la République démocratique du Congo est que la conférence de Paris doit être un succès, parce que l'avenir de nos enfants et des générations futures en dépend. Et donc à Paris, il faut que nous puissions adopter un accord qui soit ambitieux, qui soit universel, qui soit équilibré et qui soit un accord qui puisse être porteur de solutions. Porteur des solutions, certes, c'est un souhait, mais déjà les négociations s'annoncent très complexes. Comment s'y prendre? Vous avez raison. Simplement parce que, encore une fois, lorsque on négocie sur cette question du climat, on négocie en fait la gestion des causes qui sont à l'origine de ce changement climatique. Elles sont multiples. Donc c'est une négociation également qui se fait à différents niveaux. Et c'est une dimension également qui à un moment donné cesse d'être technique pour rentrer dans le politique. C'est ainsi qu'à Paris, la première semaine sera consacrée aux experts, qui ensuite, la deuxième semaine, passeront le relais à nos ministres au niveau politique. Et bien entendu, ces deux phases de négociation seront précédées par la journée du 30 novembre, qui sera consacrée aux déclarations des chefs d'État. Donc on espère que au début, les chefs d'État vont nous donner un accord de principe, et ensuite, nous, de manière technique, on pourra ficeler cet accord en laissant les questions difficiles, les questions politiques, entre les mains des ministres qui, au cours de la deuxième semaine, pourront certainement arriver à une certaine convergence des points de vue afin que le 11, nous puissions tous quitter Paris avec un succès entre les mains. Mais est-ce le délai imparti est-il suffisant et au regard déjà des pré-négociations, ça a donné quelque chose d'intéressant? Est-ce que ça a réellement balisé le chemin? Ce sera une négociation qui sera certainement âpre et nous avons eu des conférences de parties où le jour prévu pour la conclusion n'a pas été respecté. Nous avons continué la négociation le lendemain et parfois même le surlendemain. J'espère qu'à Paris on pourra terminer à temps. Mais il est clair qu'il faut trouver une réponse au type de gouvernance internationale sur le climat qui va suivre la gouvernance actuelle, qui repose sur la Convention cadre des Nations Unies et le protocole de Kyoto. La deuxième période du protocole de Kyoto s'achève en 2020. Donc à Paris, nous devons négocier ce qui prendra le relais du protocole de Kyoto. Et en 23 ans, depuis que la Convention cadre a été adoptée, le monde a changé. Les pays développés, riches, qui ont une responsabilité par rapport à ce problème climatique, commencent à réduire leurs émissions de manière drastique. L'Union européenne, par exemple, qui au début était à une vingtaine de pourcents des émissions mondiales, aujourd'hui est à 9%. Certains pays en développement, qui étaient peu émetteurs par le passé, sont aujourd'hui grands émetteurs. Donc, il s'agit de voir comment est-ce que, ensemble, nous allons pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre, en tenant compte de notre responsabilité historique, en tenant compte de nos capacités respectives et en tenant compte du principe de l'équité. Au-delà de cette question de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut également voir l'autre pan, l'autre volet de l'action climatique, c'est-à-dire l'adaptation. Comment emmener une réponse aux effets néfastes du changement climatique pour avoir un développement qui soit plus résilient. Et donc c'est également une chose que l'on devra régler. Alors, bien entendu, les deux types d'actions, il faut les mettre en œuvre, mais quels sont les moyens de mise en œuvre? Ça, c'est un problème. Il y en a trois. Le financement, l'argent c'est le nerf de la guerre, nous le savons. Il y a le transfert de technologie et il y a le renforcement des capacités. C'est pas trop demandé aux pays les moins avancés. Les pays les moins avancés, tous nous savons qu'ils représentent une infime partie du problème. Donc ils représentent une petite partie de la solution. La grosse partie de la solution se trouve chez les pays, les grands émetteurs. Il y a aussi les intérêts qui priment. Bien entendu, parce que, comme je disais, en toile de fond, ce n'est pas le climat. En toile de fond, c'est
la compétition économique entre les États. En toile de fond, c'est les problèmes sociétaux. En toile de fond, c'est la lutte d'influence géopolitique. Donc c'est toutes des choses qui sont en toile de fond. Et donc, nous, en tant que négociateurs africains, en tant que négociateurs des pays les moins avancés, nous qui avons une posture morale forte, parce que nous ne sommes pas responsables de ce problème, nous pouvons aller avec des revendications. Et donc, nous disons, nous n'allons pas aller en victime, nous allons aller en porteur de solutions. Et c'est pour ça que la RDC, par exemple, s'est engagée depuis de longues années dans son mécanisme RED+, la réduction des émissions liées à la déforestation, à la dégradation des forêts, qui vise à gérer cette ressource forestière de manière plus durable, plus responsable, de telle sorte que notre forêt soit moins émettrice de gaz à effet de serre. Mais là aussi, il y a un problème parce qu'on demande à ce que l'arrêt soit inclus dans l'accord de Paris. Comment ça va se passer? Il y a encore des soucis par rapport à cela. Nous savons également que c'est la République démocratique du Congo qui fait la référence en termes du processus en Afrique. Disons que, effectivement, dans la mouture du projet d'accord qui a été préparé au début de la dernière session de négociation en Allemagne, c'est-à-dire au milieu du mois d'octobre, cette mouture-là était une mouture de 9 pages. Donc nous avons commencé cette année la négociation au mois de février à Genève. Et nous avions produit un texte de 89 pages. Donc c'était un texte qui était un texte que l'on dit un texte martyr. Parce que c'est un texte qui reprenait toutes les positions, qui parfois étaient opposées les unes aux autres, qui avait plusieurs options par rapport à certaines thématiques. Et donc ce texte a été réduit à 9 pages. Il est clair que lorsque on rend un texte aussi bref, il y a des choses qui vont manquer. Et la RED+, effectivement, était absente de cette mouture-là. Mais la négociation donc, qui s'est tenue en Allemagne, au milieu du mois d'octobre, a fait que certains pays, notamment la RDC, ont remis la RED sur la table. Donc le texte de 9 pages, produit par les coprésidents, s'est transformé en texte de 34 pages. 34 pages reprenant les positions des différentes parties, à certaines dispositions portant sur la RED. Maintenant, c'est à Paris que nous allons prendre la décision, que nous allons lever l'option finale, à savoir si le texte de l'accord contiendra des dispositions sur la RED ou non. Il faut bien comprendre qu'il y a deux choses que l'on fait à Paris. On va adopter un accord et on va adopter des décisions de mise en œuvre de l'accord. Donc si certaines thématiques ne sont pas dans l'accord proprement dit, ces thématiques-là pourront être dans les décisions visant à mettre en application l'accord. Et nous, en tant que RDC, pour avoir plus d'assurance que cette thématique RED+, qui nous tient à cœur, va vraiment être prise en compte à sa juste valeur, nous voulons que cette thématique RED+, soit inscrite dans l'accord. Alors, la République démocratique du Congo a soumis sa contribution prévue déterminée au niveau national, 17% des réductions. Comment vous analysez cela et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? J'analyse cela comme étant un signal fort au niveau politique, puisque la RDC, comme je l'ai dit, fait partie du groupe des pays les moins avancés. Est un pays qui doit faire face à de nombreux défis, notamment les défis liés au développement. Nous devons lutter contre l'insécurité alimentaire, nous devons lutter pour qu'il y ait moins de chômage, nous devons lutter pour qu'il y ait plus d'écoles, plus d'hôpitaux, de meilleures routes, et tout ça en fait constitue différentes priorités. Or, nonobstant toutes ces priorités qui ne sont toujours pas satisfaites, la RDC décide de s'engager dans une voie de développement moins sobre en carbone qui emmène un surcoût à ces efforts. Et donc, je pense qu'il s'agit d'un acte politique courageux, je pense qu'il s'agit d'un acte politique ambitieux, et donc la RDC, entre 2020 et 2030, ne va pas réduire ses émissions de 17% par rapport aux émissions de toute l'économie, mais va réduire sa trajectoire ascendante d'émissions de 17%. Donc nous allons réduire de 17% l'intensité de nos émissions. On ne peut pas les réduire de manière plus drastique, simplement parce que
La RDC a une croissance démographique de l'ordre de 3%. Il y a de plus en plus de Congolais. La croissance économique est une croissance de près de 2 chiffres. Et donc cela appelle en fait à émettre plus. Et donc l'effort que nous faisons est déjà un effort louable. Et si nos partenaires de la communauté internationale veulent que nous fassions encore plus d'efforts, alors il faudra que 3 choses soient au rendez-vous. L'argent, le transfert de technologie et le renforcement des capacités. Et là, nous pourrons encore faire plus que nous nous engageons à faire actuellement. Alors 21 milliards de dollars pour cela, comment vous expliquez à la population? Parce que certaines personnes ne comprennent pas et pensent que le fait de participer à Paris donc, permettra au fait à la République démocratique du Congo de rentrer déjà avec ces 21 milliards de dollars. Comment ça va se passer? Pendant combien de temps? Comment suivre le processus? Bien entendu, nous n'allons pas rentrer avec ces 21 milliards de dollars dans la poche. Ces 21 milliards représentent certaines actions prioritaires qui ont été ciblées dans le cadre de cette planification. Et donc, 12 milliards et demi environ pour l'atténuation, donc les actions qui vont nous aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et environ 9 milliards pour l'adaptation. Donc les actions qui vont nous aider à nous adapter, à nous rendre plus résilients face aux effets néfastes du changement climatique. Et donc, cet argent, quelquefois, va nous être alloué sur des projets, sur des programmes, mais il faut d'abord préparer ces projets, il faut préparer ces programmes. Et cela parfois exige également du préfinancement. Certaines autres actions seront peut-être rémunérées par rapport aux résultats atteints. Donc nous ne reviendrons pas de Paris avec les 21 milliards de dollars dans la gypsière, mais plutôt avec une clarification de la manière dont cet argent pourra être mobilisé. Est-ce que ce sera de l'argent public? Est-ce que ce sera de l'argent privé? Quels seront les partenaires qui vont mettre cet argent sur la table? Donc c'est des choses que nous devons mieux appréhender lorsque nous serons à Paris. Mais cet argent viendra à l'horizon 2020-2030, ce qui ne nous empêche pas dès aujourd'hui de commencer les efforts et de voir dans quelle mesure nous pourrons... Avec quoi? Il faut commencer un développement qui soit plus sobre en carbone. C'est-à-dire que, par exemple, la plus grande source des émissions de gaz à effet de serre dans ce pays, donc, c'est la déforestation. Pourquoi? Parce que nous sommes faiblement industrialisés. Avant les pillages de 91, il y avait environ 250 000 emplois dans le secteur industriel dans ce pays. Le lendemain des pillages, il y avait 4 000 emplois. Parce qu'on avait tout détruit. Et donc, nous émettons peu en termes d'industrialisation. Mais nous émettons énormément en termes de déforestation et de dégradation. Et donc, il faut gérer les facteurs de cette dégradation. Le facteur le plus important, c'est l'agriculture itinérante sur brûlis. Donc si on applique de meilleures pratiques agricoles, si on renforce les capacités de nos fermiers, de nos agriculteurs, de nos paysans, s'il y a plus d'investissements du type du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, les émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et provenant de l'agriculture vont baisser. Donc vous voyez, déjà en initiant de meilleures actions, dans le secteur agricole, on peut influer sur nos émissions de gaz à effet de serre. Au-delà de ça, il faut également voir les besoins énergétiques. Il y a très peu de personnes qui ont accès à l'électricité en RDC. On est 75 millions de Congolais, et il y a peut-être 10% qui ont accès à l'électricité. Donc le reste des Congolais se tournent vers la forêt. Si on augmente la desserte électrique, si on augmente les investissements dans la production énergétique, qui, je le rappelle, en RDC, peut se faire de manière renouvelable, puisque nous avons beaucoup de cours d'eau, nous avons du soleil toute l'année, nous avons de la biomasse, nous avons du potentiel éolien. Donc on peut produire cette énergie dont la RDC a besoin pour se développer de manière propre. Et la RDC a un potentiel énergétique tellement important que nous pouvons même aider à décarboniser le mix énergétique de pays limitrophes, et même de pays un peu plus loin, comme en Afrique du Sud. Donc si on investit de manière ambitieuse dans le secteur de l'énergie, on va également réduire nos émissions de gaz à effet de serre et même les émissions de gaz à effet de serre de nos voisins. Donc la RDC va à Paris porteuse de solutions et non pas porteuse de problèmes. Merci, on va prendre cet élément, on se retrouve juste après.
les questions associées au changement climatique ont conservé un rang de priorité élevé dans les échanges entre le gouvernement congolais, les représentants des institutions internationales, le secteur privé et la société civile. La COP21 qui se tiendra du 20 novembre au 11 décembre à Paris constituera un carrefour important sur le plan des décisions et des stratégies sur le climat qui devra aboutir à un consensus en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Assurer l'équilibre entre l'atténuation et l'adaptation, avec des moyens spécifiques pour l'adaptation en faveur des pays les moins avancés et ceux de l'Afrique. Inclure la RED+ dans l'accord de Paris comme un mécanisme financier d'incitation en vue de récompenser les efforts des pays forestiers tropicaux comme la RDC, dans l'atteinte des bénéfices carbone et des bénéfices non carbone, ce qui donnerait un signal politique très fort de la part de la communauté internationale. La RDC, qui regorge la deuxième massif forestier au monde, doit jouer un rôle majeur de la recherche de solutions à ce problème. Et il y a une volonté de la République démocratique du Congo, comme l'ensemble des pays en voie de développement, donc il y a un équilibre entre atténuation et adaptation. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors une solution, c'est évidemment la question de la déforestation, parce qu'il y a un taux de déforestation en fait qui était relativement rapide aujourd'hui, d'après nos chiffres autour de 0,37% par an. Et quand vous regardez la superficie forestière de la République démocratique du Congo, c'est considérable. Or, comme je le disais, 70% des pluies sont liées à la présence d'arbres. Et la pluie, c'est évidemment la vie, c'est l'alimentation, donc c'est fondamental. La France reste déterminée à organiser cette conférence internationale sur le climat en dépit des actes de terrorisme qu'a connu ce pays à quelques jours de cette conférence. Les Français ne céderont pas à la barbarie. Et l'un des premiers gestes forts sera bien justement, comme cela a été dit, le maintien de cette COP21 dans quelques jours en France. Des dispositions renforcées de sécurité vont bien sûr être mises en place. Une seconde rencontre qui s'avère importante car elle permet de préciser la communication entre les représentants de pays membres de la RDC et de l'Union européenne. Les populations congolaises doivent être conscientisées car l'avenir de la planète est menacé par le changement climatique. Alors, la RDC va à Paris, porteuse des solutions et non porteuse des problèmes. Mais avec quelle politique? Mais la politique environnementale de la RDC est connue. L'environnement et le climat fait partie l'un des 5 piliers du DCRP. Donc le document de stratégie de croissance et de stratégie pour la réduction de la pauvreté, qui est donc le document qui a été adopté au niveau du ministère du Plan, avec le concours de différents ministères sectoriels. Ce document-là, cette feuille de route, sur la manière dont la RDC va se développer dans les années à venir, contient un pilier environnemental. Donc le gouvernement en est conscient. Au niveau du Parlement, plusieurs lois sont en chantier pour mieux gérer ce secteur de l'environnement. Lorsque le chef de l'État va aux Nations Unies pour s'adresser à l'Assemblée générale des Nations Unies, en général, il y a un volet environnemental, climatique, forestier dans son discours, nonobstant les autres problèmes de développement auxquels le pays est confronté. Donc je pense qu'il y a une appropriation politique au niveau le plus élevé de cette problématique environnementale et l'action du gouvernement le reflète. Maintenant, le rôle de tout État est révolu, comme je dis toujours. Il faut également impliquer les acteurs de la vie publique, les acteurs du secteur privé. Il faut impliquer la société civile, les ONG. Il faut impliquer les autorités locales, les autorités décentralisées, les provinces, de telle sorte que l'impulsion ne se fasse pas seulement au niveau de Kinshasa, mais véritablement au niveau de la base également. Parce que ce problème du climat nous affecte tous, et donc tous, nous devons avoir une contribution dans l'action qui est mise en œuvre.
Monsieur Tessipanopano, vous parlez du climat. Le climat aussi parle de vous aujourd'hui. Vos efforts ont été couronnés sur le plan international. Si nous regardons dans Jeune Afrique, parmi les 10 personnalités africaines, vous figurez et au nom de la République démocratique du Congo, donc c'est vous qui avez été cité. Et qu'est-ce que ça vous a fait tout de suite et par rapport à tout ce que vous déployez comme effort dans ces différentes discussions sur le plan international? Écoutez, lorsque une reconnaissance couronne vos efforts comme ça, cela ne peut que vous apporter la satisfaction. Mais hormis cette satisfaction, moi j'ai pris cela avec beaucoup d'humilité. Simplement parce que, en tant que négociateur de la RDC, je ne suis pas seul, mais nous sommes une équipe. Et moi-même, avant d'en arriver là où je suis, j'avais un mentor. Quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a formé. Et je n'ai pas honte à le dire. Il s'agit du secrétaire général Vincent Kassoulou. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai été reconnu au niveau africain, mais il s'agit d'un travail d'équipe. Et je pense que cela, en fait, est exaltant. Cela est motivant pour essayer de faire encore mieux, encore plus, de cette sorte que 1,2 milliard d'Africains puissent avoir un mode de vie qui soit meilleur, qui soit plus résilient face aux effets néfastes du changement climatique qui vont grandir. Économie, c'est des formations. Comment vous êtes retrouvé dans l'environnement et aujourd'hui vous parvenez à vous imposer? Un peu comme un cheveu dans la soupe en fait, hein, puisque effectivement économiste de formation, travaillé 3 ans à la Banque mondiale, ensuite je suis passé par les affaires étrangères. Pendant 4 ans j'ai travaillé là-bas, au sein de 2 cabinets ministériels, et c'était une très bonne école, puisque je pense que justement ça m'a appris à mieux comprendre le milieu multilatéral, le cadre onusien, la négociation à 200 parties qui chacune a ses intérêts par rapport à ses priorités nationales. Et je pense que donc le passage aux affaires étrangères m'a beaucoup aidé à entrer dans cette négociation onusienne sur le climat. Et donc n'ayant pas de prédisposition particulière à le faire, puisque je suis économiste de formation, j'ai un peu travaillé dans la diplomatie, j'ai appris petit à petit, humblement, en lisant beaucoup. Il n'y a pas de secret. Il faut lire. Parce que c'est une négociation complexe, qui évolue vite, mais qui se base sur certains principes fondamentaux. C'est donc une affaire à suivre. Une affaire à suivre. Pour la RDC, l'accord de Paris doit prendre en compte les préoccupations majeures suivantes. Réaffirmer le principe fondamental des responsabilités communes, mais différenciées, et capacités diversifiées, confirmant ainsi les principes sous-jacents de la différenciation. Assurer l'équilibre entre l'atténuation et l'adaptation, avec des moyens spécifiques pour l'adaptation en faveur des pays le moins avancés et ceux de l'Afrique. Inclure des engagements ambitieux de toutes les parties à la Convention correspondant aux exigences de la science. À ce jour, la RDC a présenté sa contribution prévue déterminée au niveau national CPDM qui prévoit 17% des réductions des émissions des gaz à effet de serre. Reconnaître l'importance et le rôle que les forêts des pays forestiers en développement peuvent jouer pour l'équilibre climatique de la planète tout en ayant en esprit que 17 à 20% des émissions globales des gaz à effet de serre proviennent du secteur des forêts, bien plus que le secteur des transports aériens et maritimes internationaux réunis. Inclure la RED+ dans l'accord de Paris comme un mécanisme financier d'incitation en vue de récompenser les efforts des pays forestiers tropicaux comme la RDC dans l'atteinte des bénéfices carbone et des bénéfices non carbone, ce qui donnerait un signal politique très fort de la part de la communauté internationale. Comme vous le savez, la RDC est engagée depuis 2009 dans la mise en œuvre du mécanisme RED+, et a réalisé des avancées remarquables dans ces secteurs. Assurer des financements adéquats, additionnels et prévisibles de la part des pays développés en faveur des pays en développement, plus particulièrement les pays les moins avancés et ceux de l'Afrique.
Alors, Monsieur Tossim Panopano, dès janvier prochain, vous serez à la tête du groupe des pays les moins avancés. Effectivement, la RDC a été élue par ses pairs, membres du groupe des pays les moins avancés, à la tête de ce groupe de 48 pays, qui donc est composé de pays africains, 34 pays africains, 13 pays qui sont en Asie et dans le Pacifique, et un pays qui est en Amérique, Haïti. Et donc la RDC va au cours de l'année 2016, une année importante, puisque c'est l'année qui suivra la COP de Paris. C'est l'année d'une COP africaine, la COP de Marrakech, où il faudra essayer de mettre en œuvre l'accord de Paris. Donc la RDC va présider le groupe des PMA, qui est un groupe assez diversifié, puisque nous sommes dans différentes zones géographiques, des pays qui ont différents niveaux de développement, puisque certains PMA sont vraiment, je veux dire, au bas de la liste en termes d'indice de développement humain, en termes de PIB par tête d'habitant. Mais certains PMA sont en train d'essayer de se hisser vers le haut pour quitter justement le groupe des PMA. Donc il faudra fédérer tous ces pays au cours d'une année. Ce qui nous rassérène dans cette fonction, c'est que par le passé, nous avons été présidents du groupe africain pendant 2 ans, en 2010 et 2011. Et ma foi, en me basant sur les commentaires et les témoignages des uns et des autres, la RDC avait été à la hauteur. Et ça sera quoi le secret pour maintenir le cap? Il faudra déjà que nous ayons l'appui de nos autorités politiques, de telle sorte que la RDC puisse être à tous les rendez-vous, de telle sorte que, vous savez, lorsqu'on va à ces réunions, il y a un aspect logistique des choses. Il faut acheter un billet, il faut avoir un per diem. Et donc il faut s'assurer que toutes ces choses-là sont mises à disposition. Et lorsque nous serons donc présidents du groupe des PMA, il faut que nous ayons une délégation qui soit forte, qui soit bien équipée, bien outillée. Nous avons parlé du climat, le climat a aussi parlé de vous. Comment vous résumez par rapport à notre entretien d'aujourd'hui? Écoutez, quelle métaphore utiliser? Un soldat du changement climatique? Je me bats au quotidien pour essayer de voir comment apporter ma petite contribution en termes de solutions, en termes d'action équitable, en termes de préservation des intérêts de nos enfants. Et donc, bien entendu, il ne s'agit pas d'une armée d'un homme, il s'agit d'une armée de plusieurs soldats de l'environnement, mais j'essaie en tout cas d'être toujours debout à mon poste afin de pousser pour les intérêts des Congolais et des Africains. Il y a aussi des disciples que vous formez déjà? Il y a effectivement des jeunes avec lesquels on commence à travailler, simplement parce que j'espère que des élèves dépasseront le maître un jour. Merci beaucoup, Monsieur Tossim Panopano. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau écran vert. Ça a encore été un plaisir pour moi de venir ici pour la 3e fois. Merci.